Coopération, tension, régulation aux échelles mondiales, régionales et locales. Un de ces titres à rallonge dont le programme a le secret. On va traiter relativement vite parce que c'est assez simple, ce sera approfondi en cours avec vos professeurs. Il s'agit encore de parler de la mondialisation, de la façon dont elle est organisée et des institutions, à la fois internationales et des organisations de coopération régionales qui s'efforcent de réguler, d'améliorer cette mondialisation, les rapports entre les États, les échanges qu'ils entretiennent. Alors, on va être obligé de revenir un petit peu dans le passé, de faire un petit peu d'histoire, c'est souvent utile en géographie, d'expliquer ce règne de la coopération internationale qui n'allait pas de soi avant la Deuxième Guerre mondiale, car effectivement, nous nous interrogeons sur les fondements. C'est après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, que la nécessité d'un nouvel ordre coopératif international se manifeste. Alors, à l'origine de ça, on a une volonté de paix, après le conflit le plus destructeur qu'on ait connu. Il y a une impulsion américaine. Le projet de l'Organisation des Nations Unies, par exemple, est un projet rooseveltien, du nom du président Roosevelt. C'est un projet qui a pour ambition de favoriser le libre-échange, la coopération entre les États, le multilatéralisme, mot très important, c'est la seule définition précise qu'on vous donne pour cette leçon. Le multilatéralisme, c'est tout simplement la façon conviviale, communautaire, à plusieurs de s'organiser pour favoriser la marche du monde. Le multilatéralisme s'opposant à l'unilatéralisme lorsqu'un État décide tout seul de son destin sans tenir compte de ses partenaires. Alors, on peut parler d'ordre de l'ONU. L'ONU est en place depuis 1945. L'ONU a été fondée à la conférence de San Francisco en juin 1945. C'est donc une organisation multilatérale et supranationale, c'est-à-dire qu'en principe, ces décisions s'imposent aux États membres, mais dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, en plus de l'ONU, on crée des institutions qui, elles, sont destinées à maintenir l'ordre monétaire et la reconstruction économique dans le monde dévasté par la guerre. Ces deux institutions sont le Fonds monétaire international, chargé des problèmes financiers, des problèmes monétaires, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui elle investit dans des projets de reconstruction. Dès 1947, le General Agreement on Tariffs and Trade, le GATT, est décidé par l'ONU. C'est un accord de libre-échange qui, depuis 1995, attention à retenir cet élément, cette date, a été remplacé par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Toutes les organisations ne dépendent pas de l'ONU, il faut mentionner d'autres forums internationaux très rapidement. On peut rappeler ces groupements de pays que sont le G7, anciennement G8, avant que la Russie n'en soit provisoirement exclue, ou le G20, qui rassemble les 20 premières puissances de la planète, qui sont des forums de discussion. On peut aussi citer des organisations qui défendent des intérêts particuliers, par exemple l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui défend les intérêts des pays, comme le nom l'indique, qui sont exportateurs de pétrole. Donc on a une organisation du monde avec ces grandes institutions internationales qui nous amènent vers ce concept qu'on entend beaucoup dans la sphère politique à l'heure actuelle de gouvernance, c'est-à-dire d'une organisation bien comprise, établie sur des bases internationales qui ne correspondent pas à un gouvernement direct et dans lesquelles en plus des acteurs privés peuvent intervenir. La deuxième partie de notre présentation insiste sur les organisations régionales, dont on rappelle ce qu'elles sont. Ce sont avant tout des organisations économiques, puisque ces organisations régionales sont toutes des organisations de libre-échange, plus ou moins développées. Certaines organisations se contentent de supprimer les droits de douane entre leurs États membres, d'autres poussent l'intégration beaucoup plus loin lorsqu'on a une union douanière, voire dans le cas de l'Europe, une monnaie commune et unique. Alors justement, il faut dire un mot de la construction européenne puisqu'elle nous ramène à ce qu'on a pu dire historiquement tout à l'heure. C'est une organisation qui a été voulue dès les lendemains de la guerre
parce que la priorité, c'était d'assurer la paix entre les pays européens. Elle se met en place très vite, puisque dès 1951, on a une communauté européenne du charbon et de l'acier, et dès 1957, on a une communauté économique européenne dans laquelle les droits de douane ont été abolis entre les pays membres. L'Union européenne, aujourd'hui, c'est le modèle de construction le plus achevé, puisqu'on rappelle qu'il y a une très forte intégration, on le disait à l'instant, par l'existence d'une monnaie commune aux États qui font partie de l'Eurogroupe, et par une dimension politique aussi, puisqu'on rappelle que lorsque on est membre de l'Union européenne, on a une citoyenneté européenne qui vient se rajouter à la citoyenneté de son pays d'origine. Alors, ce modèle de la construction européenne a pu servir pour d'autres organisations régionales que nous examinons sur cette carte et à propos de laquelle nous allons dire essentiellement deux choses. La première, c'est que toutes les organisations régionales qui existent dans le monde ne figurent pas sur la carte. Il y en a donc une quantité innombrable et il y a presque une formule qu'on pourrait appliquer à ces organisations régionales. Plus il y en a, moins ça sert. C'est-à-dire que énormément d'organisations régionales, on peut penser à certaines organisations africaines qui ne figurent pas toutes sur la carte, ou multitude d'organisations qu'il y a dans la région des Caraïbes, par exemple, là vous en avez une seule qui est indiquée sur la carte, qui est le CARICOM, sont des organisations qui sont très peu efficaces et qui souvent d'ailleurs ont été détournées de leur ambition économique de départ pour se concentrer sur des problèmes de tension politique et de maintien de l'ordre. Deuxième chose à dire à propos de cette carte, il y a 3 ou 4 organisations qui sont véritablement importantes et que vous devez dans la mesure du possible retenir. La première, c'est évidemment l'Union européenne, nous n'y revenons pas. La deuxième, c'est l'ALENA, qui est l'accord de libre-échange nord-américain entre les pays d'Amérique du Nord, Mexique compris, qui n'est qu'une organisation de libre-échange. Le Mercosur, qui est l'organisation des États latino-américains avec le Brésil en tant qu'élément principal. On peut rajouter à ces 3 organisations l'ASEAN, mais qui initialement est une organisation plutôt politique, qui depuis le début du XXe siècle a aussi une dimension de libre-échange. Donc peu d'organisations efficaces, même si ces organisations régionales semblent couvrir toute la planète. En conclusion, il y a un dernier élément sur lequel il faudrait s'appesantir un peu, mais là on n'a pas le temps, c'est plutôt quelque chose à voir en classe avec vos professeurs. Ce sont les logiques transfrontalières, c'est-à-dire ces coopérations à grande échelle, donc entre 2 États. Et on constate que ces logiques transfrontalières s'expriment particulièrement bien dans les organisations régionales. On peut penser aux eurorégions européennes, par exemple, qui font d'ailleurs l'objet d'une petite étude en géographie cette année. On peut penser à la Mexamérique, c'est-à-dire à cette interface qui réunit et oppose en même temps le Mexique et les États-Unis au sud des États-Unis, et qui est donc intégrée dans l'espace de l'ALENA.